Bonjour tout le monde, ici Vanessa DL et bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique, d'explorer l'occulte et d'apprivoiser l'inconnu dans la spiritualité, et ce, sans tabou et sans censure. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois cette semaine pour un épisode qui va porter sur Mercure rétrograde en Cancer. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais commencer par remercier Witch qui m'a invité à animer une table ronde de sorcières assumées à laquelle j'ai invité mon amie Mimo Magri, Josiane Sarrazin-Côté et Andréane Jutra. Donc les quatre ensemble, on a discuté de sujets que je considère très très pertinents. Donc quel est le rôle de la sorcière assumée dans le contexte actuel? On est allé dans des gros sujets aussi par rapport au rôle de la sorcière dans les soulèvements qui sont présents en ce moment, comme Black Lives Matter par exemple. Donc ça a été une conversation super riche, puis je suis tellement reconnaissante d'avoir eu cette opportunité-là. Donc, un gros merci aux filles qui se sont prêtées au jeu, aux sorcières qui m'ont accompagnée dans ce projet-là, mais aussi à Witch qui me fait confiance avec ça. Aujourd'hui, je vous prépare, comme je vous disais, un épisode sur Mercure rétrograde en Cancer. Si c'est la première fois que vous entendez parler de Mercure rétrograde ou que vous aimeriez vous rafraîchir un peu les idées sur ce que c'est de manière générale, je vous conseille d'aller écouter l'épisode du 17 février passé où je parle de Mercure rétrograde de long en large. Aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer sur qu'est-ce que ça veut dire quand Mercure rétrograde en Cancer, mais surtout qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte où Vénus va sortir de rétrograde très bientôt, donc le 25 juin, dans une saison des éclipses, difficile de l'oublier, n'est-ce pas? C'est partout autour de nous. Et surtout quand il y a plein d'autres planètes qui rétrogradent. Donc, sans plus tarder, plongeons dans une petite météo astrale de la prochaine, ou en fait des prochaines semaines. Mercure rétrograde en Cancer. Donc, premièrement, Mercure, on doit se souvenir, c'est notre mental. Puis il y a deux signes qui sont gouvernés par Mercure. Il y a d'abord le Gémeaux, qui est le signe de la communication, mais il y a aussi le signe de la Vierge, qui a besoin de structure puis d'organisation pour optimiser une certaine forme de productivité. Avec Mercure, le temps il est linéaire, puis on empile une chose à faire après l'autre en les cochant avec satisfaction sur notre to-do list. Sauf que lorsque Mercure est en Cancer, le mental est plus aussi pragmatique puis détaché des émotions, ce qui permet la linéarité. Mercure est alors gouverné par les émotions, par la Lune qui, elle, change de signe aux 2 jours. Ça veut dire qu'à chaque fois que la Lune change de signe, Mercure va avoir tendance à changer de mood, à agir avec une saveur légèrement différente. Donc, bye bye la linéarité et bonjour le mental qui vit des hauts et des bas, comme les vagues, comme les océans, qui eux aussi sont influencés par la Lune. En astrologie, dire que la Lune, c'est juste notre nature émotive, c'est un petit peu trop simplifié selon moi, bien que je le dis souvent parce que des fois, il faut faire avec le temps qu'on a. Mais la Lune, c'est beaucoup plus que notre nature émotive, c'est notre cœur puis c'est notre âme. La Lune, ça reflète la lueur de notre expérience personnelle, de l'atmosphère de notre vie. La Lune, c'est notre mood, c'est notre humeur. Si vous voulez en savoir plus sur la Lune, puis surtout sur comprendre votre placement lunaire, puis comment ça peut vous aider à optimiser votre self-care, mais surtout de prendre mieux soin de vous, puis de vous rendre plus heureuse, je vous suggère de venir à mon atelier qui va avoir lieu le 5 juillet prochain, qui s'appelle Self-Care et Astrologie lunaire. Donc, on va vraiment aller dans les détails dans ce sujet-là. Puis, j'aimerais aussi mentionner que ça sera pas un atelier où ça va être de l'information pré-mâchée. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'on entend continuellement sur le cycle lunaire, puis j'essaie vraiment de remanier le tout puis d'offrir quelque chose de nouveau. Donc, si vous voulez plus d'informations, tout est dans les notes du podcast. Sinon, sur mon compte Instagram ou encore sur mon site web, tout est là. Avant d'aller plus loin, parce qu'on n'a pas fini avec cet épisode-là, je vous le dis d'avance, j'aimerais vous parler un petit peu du signe du cancer de manière générale. Donc, c'est pas nécessairement Mercure en cancer, mais le cancer.
Il n'y a pas une personne qui va avoir beaucoup de placements en cancer dans sa carte du ciel qui se qualifierait de long fleuve tranquille. Avec le cancer, on parle des océans. On essaie de garder un petit peu plus la surface de l'eau. Par contre, avec le cancer, on va moins dans les undercurrents du scorpion ou encore les mystères des fonds océaniques inexplorés du poisson. Avec le cancer, il y a vraiment quelque chose qui nous rapproche du mundane. Comme ces deux signes précédents, le taureau et le gémeaux, on est moins dans les profondeurs des choses, puis un petit peu plus sur la surface. Puis hier, pas hier, en fait, c'est la semaine passée, j'ai discuté avec une de mes pas une de mes super bonnes amies, c'est littéralement la personne avec qui je passe le plus de temps sur la planète. C'est ma meilleure amie, puis c'est une personne qui m'est excessivement chère, Mélanie May. Qui est ma cancer préférée, mais aussi ma forever muse, parce qu'elle est tellement cancer, cette amie-là. Puis elle a utilisé une expression que seul un cancer aurait pu formuler, puis c'est celle d'essayer de se créer une armure douce. Une armure qui lui permet de s'installer confortablement à l'intérieur de son corps, puis de se mettre cosy dans son paysage intérieur. Puis, ce qui est de super intéressant avec mon amie Mel, c'est que elle a étudié en études somatiques. Donc, pour elle, son corps, c'est vraiment sa maison. C'est vraiment l'espace dans lequel elle tente de se rendre plus confortable pour essayer de se laisser être plus vulnérable. Mon amie Mel, en fait, puisqu'elle est cancer, comme je vous disais, elle va avoir 30 ans le 25 juin, donc cette semaine. Puis je voulais en profiter pour juste lui mentionner à quel point je l'aime, à quel point c'est une partenaire hors pair dans ma vie, puis à quel point c'est une personne qui m'aide à croître, à grandir, puis que c'est probablement un des êtres humains qui a eu le plus d'impact dans toute ma vie. Donc, je prends un petit moment, ma belle amie Mel, pour te dire que je t'aime, puis que j'espère que ton passage dans la trentaine va se faire avec beaucoup de douceur, puis avec beaucoup d'amour. Donc, bonne fête, mon ami. Pour revenir vers le cancer, dans la saison du cancer, il faut penser à ce qui est nécessaire pour nous afin de solidifier nos protections psychiques sans se barricader derrière des murs qui sont trop étanches. Le cancer, c'est le signe qu'on associe traditionnellement à la maison, le refuge dans lequel nos barrières psychiques peuvent finalement tomber. Fait que faites juste penser, après une grosse journée, vous avez parlé à plein d'êtres humains, vous êtes brûlés, puis là, vous arrivez chez nous, chez nous, arrivez pas chez nous, arrivez chez vous, s'il vous plaît, arrivez chez vous, puis là, vous fermez la porte, puis finalement, vous soufflez. Ça l'explique vraiment bien le feeling du cancer. Le lieu qui nous offre le sentiment unique de sécurité qui est nécessaire pour amoindrir notre armure puis respirer profondément. Le cancer, c'est un signe qui nous invite à élargir notre vision de c'est quoi une maison. Comme je vous disais, pour mon amie Mel, par exemple, oui, sa maison est super importante, mais il y a aussi le corps comme étant sa maison, son véhicule principal. Empathiques, les cancers se promènent arborant leur carapace. Puis, quand ils en ont besoin, la carapace est là pour les protéger des vents et marées qui pourraient avoir tendance à bouleverser quotidiennement, très souvent, leur nature super émotive. Donc, quand Mercure est en rétrograde, ça se peut qu'on change d'idée comme on change de bobette, en espérant que vous changez vos bobettes souvent. Puis c'est correct, OK? Parce que, comme je vous disais, le signe du cancer, sa planète maîtresse, c'est la Lune. Fait que Mercure en cancer répond à la Lune qui, elle, change aux 2 jours. Je pense que c'est justement une rétrograde qui a une saveur très, très nostalgique, Mercure rétrograde en cancer, et qui est très, très, très empathique. Puis ça va nous demander de retourner dans notre passé pour voir la racine de certaines de nos opinions, de certaines de nos croyances, puis nous permettre de changer d'idée, de déraciner nos croyances qui sont obsolètes plutôt que de juste couper la mauvaise herbe. Fait que vraiment aller dans le fond des choses. Puis justement, on se souvient qu'il y a aussi plein d'autres planètes en rétrograde. Donc, il y a Saturne, Jupiter et Pluton qui aussi sont en rétrograde puis qui nous emmènent en fait à, selon moi,
voir comment ces opinions-là ou ces croyances-là qui viennent de notre passé ancestral, de notre arbre généalogique même, comment est-ce que ces croyances-là font perdurer des systèmes de pouvoir, de domination, comme le patriarcat, comme le racisme, comme tous ces sujets-là. Fait qu'on est en train de faire du gros travail, guys. Je sais pas si vous vous en rendez compte, puis si vous écoutez ça, c'est sûrement que vous êtes sensible à ces sujets-là, que vous voulez évoluer là-dedans, que vous voulez devenir des êtres humains peut-être un petit peu plus conscients de ça, puis de faire partie de la solution, de faire partie du changement. Donc, le travail que vous faites en ce moment, oui, il est tough, oui, il est demandant, mais est-ce qui est important? J'ai envie de vous parler aussi de comment Mercure rétrograde prend forme pour moi en ce moment. Et là, ça, c'est le petit côté de vulnérabilité que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Étant ascendant Balance, ça veut dire que le Cancer se trouve dans ma maison 10, au sommet de ma carte du ciel, qui est la maison qu'on associe à la carrière, à la réputation, puis à notre occupation. J'ai décidé de prendre une pas pire pause entre guillemets, niveau carrière, pour me permettre de me repositionner, de voir ce qui vibre encore pour moi dans mon travail, puis qu'est-ce qui est plus trop en alignement. J'essaie de pas trop me fier à ce que les gens de ma communauté, mes amis ou ma famille aimeraient que je fasse, mais de vraiment sonder mon feeling, mon mood, pour voir ce qui est réellement connecté. Ça a l'air simple dit comme ça, mais de bloquer les interférences de ce que des potentiels clients aimeraient que je fasse pour vraiment me concentrer sur mon feeling à moi, c'est quand même une pas pire job pour quelqu'un qui aime beaucoup plaire aux gens ou qui aime beaucoup offrir ce que les gens recherchent. Fait qu'en ce moment, je prends pas de rendez-vous privé. Puis honnêtement, je suis pas encore certaine que je vais recommencer un jour. Je suis en train de réfléchir à tout ça. Je prends aussi une pause du podcast pour les 3 prochaines semaines. Et ça, c'est une des annonces que je voulais vous faire aujourd'hui. Donc, pour la durée de Mercure rétrograde, pour mieux me préparer au retour du podcast avec des invités incroyables que j'ai déjà hâte de vous présenter, je prends une petite pause. Donc ça, c'est une des choses que je voulais vous annoncer aujourd'hui. L'autre chose que je veux vous annoncer, c'est que la raison de cette pause, entre guillemets, c'est que je veux me concentrer sur des projets un peu plus à long terme. Et un de ces projets-là, c'est ma première formation officielle de tarot qui va se faire sur plusieurs niveaux. Moi, ce que je vais vous présenter cet été ou ce que je vais lancer officiellement vers la fin du mois de juillet, c'est le niveau 1. Donc, je travaille là-dessus cet été. J'ai super hâte de vous le présenter, mais ça veut dire que pour me laisser le temps de vraiment structurer cette formation-là qui va se faire sur plusieurs modules, parce que laissez-moi vous dire qu'un atelier de tarot de 2 heures, je sais même pas si tu peux dire gratter la surface, tu la tétilles légèrement, ok? C'est vraiment pas grand-chose. Puis moi, je veux vraiment aller dans toute la sagesse, dans toute la médecine que ces cartes-là ont à nous offrir. Donc, il faut que je ralentisse un peu pour me permettre de travailler là-dessus. Et tout ça, ça m'amène à vous dire en fait que la raison de tout ça, c'est que je pense beaucoup, écoutez, je fais tout le temps ça, là. Quand je vous parle des signes astrologiques, souvent je fais les associations avec les cartes de tarot. Puis, pour le signe du Cancer, de l'associer ou de me rappeler que le Cancer est associé au chariot, ça a vraiment été une association qui a amené ma compréhension du Cancer beaucoup, beaucoup plus loin que si j'étais pas allée étudier la carte de tarot du chariot. Je vous explique. Traditionnellement, la carte du chariot, c'est une carte qui nous parle de victoire. Fait que moi, quand j'ai su que le chariot était associé au Cancer, je ne comprenais pas. J'étais comme, mais voyons donc, le Cancer, c'est l'archétype de la mère, c'est la douceur, c'est le self-care, c'est les émotions. Fait que pourquoi le chariot? Mais le chariot, c'est une carte qui nous enseigne que pour croître et pour évoluer, pour avancer vers une victoire personnelle, il y a certaines de nos coquilles qui doivent être laissées derrière nous.
que ces coquilles-là, un peu comme des espaces sécuritaires qui peuvent prendre la forme de structures, de situations, de patterns, de croyances ou d'histoires qu'on se conte, ben ça nous sert à avancer en nous sentant protégés pour un certain moment. Sauf que vient un temps où nos coquilles nous empêchent de croître davantage, comme une plante qu'il faut rempoter pour lui permettre de poursuivre sa croissance. Puis il y a justement 1 an, je partageais avec vous un des épisodes de podcast qui, à ce jour, a été le plus écouté. Puis ça portait sur une des coquilles que j'ai laissées derrière moi l'année passée. Cette coquille-là, c'était un secret, un poids concernant les violences sexuelles que j'ai vécues au cours de ma vie. Puis dans l'optique où le cancer nous invite à plus de vulnérabilité, nous demande de laisser certaines coquilles derrière nous pour mieux marcher vers la nouvelle coquille plus grande, plus vaste. Dans l'idée aussi où Mercure rétrograde m'invite à retourner vers mon passé, puis surtout mon passé au niveau de mon travail, de comment je me présente dans le monde, Maison 10, n'est-ce pas? Et parce que l'épisode n'existe plus en ligne, puis c'est un épisode qu'on m'a demandé à plusieurs reprises où est-ce qu'on pouvait la trouver, ben j'ai envie de vous laisser sur cette histoire-là, de vous redonner, de vous refaire écouter en fait ce court épisode-là que j'avais fait sur les violences sexuelles. Mais j'aimerais donner ou avertir les gens, faire un trigger warning parce que je vais vraiment dans les détails, parce que je trouvais ça important de donner les détails afin de permettre à certaines personnes de réaliser que les violences sexuelles, c'est pas toujours ce qu'on pense, que des fois c'est plus subtil, des fois des fois c'est juste pas ce qu'on pense. Fait que je voulais donner l'opportunité à certaines personnes de réaliser que la douleur qu'elles avaient vécue, que la difficulté ou les mauvais souvenirs qu'elles traînaient avec eux, ben de les aider à accepter que oui, c'était des violences sexuelles, puis que oui, il faut accepter qu'il y a eu une situation d'abus pour pouvoir le guérir ensuite. Donc, si jamais vous écoutez la dernière partie du podcast puis que vous vous sentez pas bien, que vous voulez peser sur pause, faites-le tout simplement. Soyez doux avec vous. On est dans la saison du cancer. C'est le temps de se materner, c'est-à-dire de se flatter les cheveux quand c'est le temps, mais aussi de se mettre des limites quand c'est le temps pour prendre soin de nous. Avant de commencer mon récit, j'aimerais d'abord vous aviser qu'il y a un trigger warning. Donc, si jamais vous êtes sensible à toute discussion concernant les abus sexuels, je vous inviterai à peut-être pas écouter ce podcast-là ou à l'écouter à un moment où est-ce que vous vous sentez solide. Je raconte les différentes instances dans ma vie où est-ce que j'ai fait face à des abus, dans le but justement que ça se reproduise pas, dans le but que peut-être des personnes plus jeunes ou même du monde de tous les âges écoutent ça, puis elles réalisent ça ressemble à quoi des comportements qui sont violents, qui sont abusifs, puis qui sont inacceptables en fait. En ce moment, Mercure est en rétrograde, puis il nous invite peut-être à exprimer certaines choses en rapport avec notre passé. Mercure rejoint Mars, la planète de l'expression de soi, de l'affirmation de soi. Fait que je trouvais que c'était un moment parfait pour vous partager ces histoires-là en toute humilité, mais surtout en toute vulnérabilité. Ça fera peut-être pas l'unanimité, mais j'ai choisi de ne pas changer le nom des personnes concernées. Sauf dans le cas où est-ce qu'il y a plus qu'une victime, que je suis pas la seule. C'est au choix des victimes de partager leur expérience en leur propre temps. Alors souvent, j'ai juste pas nommé. J'ai pas donné de nom, tout simplement. Puis j'ai pas nommé la victime aussi que malheureusement, moi, j'ai fait. La première fois que j'ai vécu un abus sexuel, j'avais environ 3 ans.
J'en garde pas vraiment de souvenirs. Sauf que ma mère me contait qu'après avoir passé la journée chez mon ami d'enfance, je suis revenue à la maison en lui disant que son frère avait eu des comportements inappropriés envers nous. Ma mère m'a amenée à la clinique, me fait faire des tests. Puis c'est des souvenirs que j'ai réprimés énormément, puis qui ont tout récemment été extirpés du fin fond de ma psyché. Quand j'avais 11 ans, j'avais un ami qui s'appelait Patrice, chez qui j'allais jouer constamment parce que c'était le seul du quartier qui avait la console de 64 avec la cassette de Pokémon Stadium. Puis à plusieurs reprises, il me touchait les seins, les fesses, puis j'arrêtais pas de lui dire que je voulais qu'il arrête. Puis il arrêtait pas. Puis un moment donné, je me suis vraiment fâchée, puis je suis partie de chez lui. Suite à ça, il m'a écrit une longue lettre pour s'excuser de son comportement. Pour me faire comprendre qu'il sait pas pourquoi il avait fait ça, puis qu'il s'en voulait terriblement, puis que plus jamais il allait le refaire. Puis jusqu'à ce jour, Patrice, c'est le seul gars qui m'a offert de réelles excuses. C'est le seul gars qui a assumé son erreur du haut de ses 12 ans. J'espère qu'encore aujourd'hui, il y a l'intelligence émotionnelle qu'il avait à cet âge-là. Puis que la société n'a pas été si dure envers lui qu'il a dû refermer cette belle sensibilité-là. De 11 ans, dans un camp de jour, j'ai eu mon premier petit chum qui était un petit peu plus vieux que moi, Randall. Puis, sans m'avertir, il me poussait un jour dans un buisson. Puis, il a glissé sa main dans mon pantalon, puis il m'a touchée. Je me souviens qu'à cet âge-là, déjà, je savais qu'une femme devait être proprement rasée. Puis la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était le regret que j'avais de ne pas avoir prévu que quelque chose comme ça pouvait arriver. Qu'elle allait sûrement me juger de ne pas avoir le coco complètement rasé. Puis à l'âge de 14 ans, j'ai eu ma première relation semi-sérieuse à l'adolescence, qui a été aussi mon premier. Moi aussi, j'étais sa première. Puis notre première relation sexuelle s'est pas super bien passée, typique de l'adolescence, typique de la nervosité de jeunes fringants qui essayent d'explorer pour les premières fois ce terrain tant mystérieux. Puis la deuxième fois qu'on a dormi dans le même lit, c'était chez une de mes amies, puis c'était le jour de la Saint-Valentin. Puis quand j'ai demandé s'il voulait qu'on rentre dans l'intimité, il m'a dit non, puis j'ai insisté, parce que dans ma tête, ça se pouvait pas qu'un gars veuille pas faire l'amour. Puis je me voyais mal le lendemain matin dire à mes amis que ça s'était pas passé parce qu'ils m'avaient refusé. Fait que j'ai insisté jusqu'à temps de le faire céder. Puis je me souviens qu'à la fin de la relation sexuelle, il me dit « Puis, t'es-tu contente, là? » Je me suis jamais sentie aussi petite, aussi mal. Puis encore à ce jour, je regrette énormément ce moment-là, puis je m'en excuse profondément. Un an plus tard, à 15 ans, j'ai rencontré un gars qui s'appelait Hugo. Hugo, je le trouvais tellement beau. C'était le gars sur qui je fantasmais, sur qui j'aimais m'imaginer les plus belles histoires d'amour, parce que je le trouvais tellement magnifique, tellement fabuleux. Il y avait une auto. Déjà là, c'était vraiment cool. Puis il était beau comme un cœur. Puis on a commencé à se fréquenter. Puis un jour, il m'a invité dans sa chambre, dans son sous-sol. Puis, clairement, lui, il voulait avoir une relation sexuelle. Puis j'ai dit que je me sentais pas encore prête, que j'avais besoin d'un peu plus de temps. Il m'a dit « Ok, c'est bon, on va réessayer demain. » Demain arrive, on passe la journée ensemble, il me ramène dans sa chambre. Puis j'ai dit que je suis pas encore certaine, que je me sens pas encore prête. Puis il m'a traité de crise d'agace, puis de comment je devrais donc y donner ce que j'y ai promis. Je me suis laissée influencer, puis je me suis déshabillée, puis on a commencé à s'embrasser. Puis l'affaire, c'est que Hugo, pour son jeune âge, était quand même très bien membré. Puis je pense que j'ai jamais eu mal de même de toute ma vie.
Le lendemain, sa mère y a dit qu'elle avait tout entendu les cris qui venaient de sa chambre. Mais l'affaire que je pense qu'elle sait pas, c'est que c'était pas des cris de jouissance, c'était des cris de douleur. Après cette relation sexuelle-là, j'ai pas été capable de m'asseoir pendant 3 jours. J'ai eu aucun plaisir. J'ai braillé tout le long de la relation sexuelle, puis j'ai peine à croire qu'Hugo n'a pas réalisé que j'avais pas de fun. Une semaine plus tard, j'y avais pas parlé de la semaine, on s'est revus dans un party. Puis j'y ai laissé comprendre que je voulais plus jamais y parler. Il m'a enfermée dans une toilette, puis a essayé de me forcer à lui faire une fellation, puis j'ai refusé. Je suis partie en courant, puis c'est comme ça que notre relation s'est terminée. Quelques mois plus tard, j'ai appris que forcé une de mes amies à lui faire une fellation. Quelques années plus tard, environ 7 ans plus tard, il y a eu Maxime. Maxime, ça a été la première personne à qui j'ai raconté ce qui s'est passé avec Hugo. Comment est-ce que je me suis sentie forcée, comment j'ai senti qu'on m'avait imposé cette relation sexuelle-là, puis à quel point est-ce que j'avais écopé des conséquences sur mon corps physique autant que dans ma tête, puis que ça m'avait vraiment beaucoup blessée. Puis sa réponse a été de me dire que je l'avais cherché. À quoi je pensais d'être allée dans sa chambre avec lui. Puis que si je m'étais rendue jusque-là, c'est parce qu'il fallait que je lui donne ce que je lui avais promis. Tout le long de notre relation, Maxime me traitait de pute, de salope. Parce que avant de le rencontrer, j'ai osé vouloir explorer un trip à 3. Ça m'a suivi tout le long de notre relation amoureuse qui a duré environ 8 mois. Puis autour de la fin de notre relation, on était dans un chalet avec des amis. Puis il me demandait s'il voulait qu'on aille prendre une douche ensemble. Si je voulais qu'on aille prendre une douche ensemble. J'ai dit que ça me dérangeait pas, sauf que ça me tentait pas d'avoir du sexe ce soir. Ça me tentait pas de faire l'amour, mais qu'on pouvait partager une douche, il y avait pas de trouble. On rentre dans la douche ensemble, puis sans me prévenir, il me plaque contre le mur, puis il décide de me pénétrer quand même. J'imagine encore l'eau qui coule sur mon visage, puis de me demander si c'est des larmes ou si c'est juste l'eau de la douche. À ce point-là, je ne le sais plus. La relation avec Maxime, c'est une relation qui m'a vraiment beaucoup écorchée. Que j'ai gardé un goût amer longtemps des blessures psychologiques puis physiques que j'ai vécues avec ce gars-là. C'est dans cet état d'esprit-là que j'ai rencontré Mark, un gars à l'université que je connaissais depuis environ 1 an. C'était le genre de gars super hippie qui travaillait dans un salon de thé, puis au journal étudiant, puis il se rendait là-bas nu-pied. Il avait voyagé l'Inde, c'était un photographe aussi qui aimait prendre des photographies de gens durant leurs ébats sexuels. Je trouvais ça tellement cool, puis il avait le don de m'impressionner avec ses citations à 1000 piastres. Il m'a invité sur une date, juste moi puis lui, chez lui, à boire du vin, puis à discuter de tout et de rien. J'ai consenti à une relation sexuelle. Je le trouvais vraiment de mon goût, puis ça me tentait. Ce que j'ai pas consenti, par contre, c'est les coups qu'il me donnait. C'est sa manière de me frapper dans le dos, sur les seins, dans le visage, d'accrocher l'intérieur de ma bouche avec ses 2 doigts comme un hameçon sur un poisson, puis de tirer mon cou, ma tête vers l'arrière pour me cracher dans la gueule comme si je valais absolument rien. J'ai pas été capable de dire d'arrêter, mais je suis devenue complètement frigorifiée. J'ai plus été capable de bouger, j'ai plus été capable de parler ou de répondre. Mon corps, mon âme ont réagi juste en me glaçant complètement. Puis je m'en suis voulu longtemps de ne pas avoir été capable de parler à ce moment-là. Ce que je sais maintenant aujourd'hui, c'est que cette réponse-là, c'est une réponse physiologique, naturelle du corps, qu'on appelle la réponse combat-fuite, ou en anglais le fight, flight or freeze, puis que c'est pas un signe de faiblesse, que techniquement, à ce moment-là, j'aurais pas pu faire autrement. Puis c'est une manière que le corps a d'essayer de s'assurer sa survie, en fait. Le lendemain, je me suis réveillée avec le corps recouvert de bleu.
Avec le temps, j'ai appris que ce gars-là avait un fétiche pour l'humiliation. Autant humilier les autres que se faire humilier, mais il m'en a juste jamais parlé. Une semaine plus tard, on s'est reparlé, puis j'y ai dit que j'avais vraiment pas trippé sur le moment qu'on avait partagé. Que c'était vraiment pas mon idée d'une relation sexuelle réussie, puis que j'étais plus intéressée à le revoir. Il s'est excusé, puis il m'a dit qu'il pensait que c'était ce que je voulais, puis que j'étais intéressée à ce genre d'intensité, pour ne pas dire de violence, là. J'ai donné le bénéfice du doute, puis après ça, je l'ai fréquenté pendant 3 mois, ce gars-là. À la fin de ces 3 mois-là, il quittait pour aller vivre dans un autre pays, puis on a eu une dernière relation sexuelle ensemble. Il était par-dessus moi, avec la paume de sa main. Il m'a juste sacré un méga coup direct sur la joue. Encore une fois, c'est comme si tout s'est éteint à l'intérieur de moi. Puis c'était pas que j'étais pas capable de réagir cette fois-là, c'est que je décidais de pas réagir. Cette absence de réaction-là, je pense qu'elle était plus basée sur de la nonchalance, puis un genre de désespoir face à la réalité que rien qui avait changé, puis qu'il avait pas compris, puis d'une certaine manière que j'avais été conne. En tout cas, c'est ce que je pensais à ce moment-là. Après ça, j'ai plus jamais reparlé. Je l'ai laissé partir, puis je me suis dit bon débarras. Puis la semaine passée, j'étais assise avec ma famille autour de la table. Puis j'ai conté cette histoire-là, celle de Mark. Puis quand j'ai avoué que je suis retournée vers lui, puis qu'il m'a refrappé une autre fois, il y a un des gars de ma famille qui a dit « Ben ouais, mais t'es conne, tu l'as cherché. » Puis c'est là que j'ai compris qu'il fallait absolument qu'on parle de ces choses-là. Parce que jamais quelqu'un a cherché ça. À moins que c'est entendu avec ton partenaire, que c'est ce que vous allez explorer ensemble, qu'il y ait un consentement explicite, puis qu'il y ait même un safe word, un mot de sécurité, que si jamais un des deux partenaires est plus à l'aise, on peut dire ce mot-là, puis tout s'arrête. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Puis en plus, à ce point-là, il savait que j'étais pas intéressée dans ce genre de relation sexuelle-là. Une autre chose que j'aimerais rajouter, c'est que j'ai été vraiment chanceuse après que Mark soit passé dans ma vie, d'être tombée sur des gars comme mon ex, Taylor, qui a fait preuve de tellement de patience, de tellement d'amour, puis de tellement de compréhension, qui me laissait le temps de digérer ces événements-là pour de vrai, de les intégrer pour pouvoir passer à d'autres choses. Ça en prend des gars comme ça. Je vous parle de ça aujourd'hui parce que la violence sexuelle, ça prend plusieurs formes. J'ai vécu plusieurs abus au cours de ma vie. Mais il n'y en a aucun qui ressemble à ce qui est dit ou ce qui est raconté parfois dans les histoires, dans les médias. C'est pas un étranger qui sort d'un buisson dans un parc. Il n'y a pas de kidnapping. C'est même pas une relation sexuelle où est-ce qu'il y a totale absence de consentement. C'est de la violence sexuelle qui passe par les non-dits, qui passe par l'absence d'un consentement qui est éclairé, puis où est-ce qu'il n'y a aucune sexualité qui est basée sur un désir de plaire à l'autre, d'être à l'écoute de l'autre, puis d'explorer à travers le langage qui est l'intimité. Puis j'espère que non seulement mes nièces vont écouter ça, mais que mon neveu aussi va l'écouter. Puis qu'à travers ces histoires-là, peut-être, ils vont tous comprendre quel genre d'agissement est-ce qu'on veut éviter. Parce que c'est bien beau de pointer du doigt puis de nommer les gens qui ont mal fait les choses, mais c'est important de dire ce qui n'a pas bien été fait. C'est important de raconter ces histoires-là pour éviter qu'elles se reproduisent. On est en plein dans le mois du cancer, le mois de la vulnérabilité, mais aussi le mois de la guérison. Puis ça, c'est une des coquilles que je veux laisser derrière moi. Pour de bon. Parce que je sens que ma sexualité, maintenant, je me l'ai réappropriée. Puis aujourd'hui, mon plaisir, non seulement je l'honore, mais surtout, je le célèbre. Ce récit-là, il n'y a peut-être pas tout le monde qui va pouvoir s'y identifier.
Mon but, c'est pas de généraliser les abus sexuels, mais c'est juste de conter mon histoire. Pour être certaine que cette coquille-là, je la laisse derrière, mais je la remplace par une nouvelle coquille. Une coquille que j'ai vraiment envie d'habiter. Merci. Avant de vous laisser, je veux vous souhaiter une super belle rétrograde qui, j'espère, va être fertile en réflexion, en apprentissage, mais surtout en évolution spirituelle. J'espère que cet été de rétrograde va avoir un effet slingshot pour vous, de vous tirer vers l'arrière pour mieux vous projeter vers l'avant. Pour une guidance astrale de votre été, vous trouverez dans les notes du podcast un article sur le site de Julie Bélanger auquel j'ai participé, que j'aime beaucoup Julie Bélanger. C'est vraiment une personne que je trouve incroyable. Puis à chaque saison, elle me permet d'écrire un article sur son blog. Donc, je vous invite à aller le lire pour un peu plus de détails sur les transits de l'été. Sur ce, je vous aime beaucoup. Je suis reconnaissante pour chacune et chacun d'entre vous qui m'écoutez aux quatre coins de la planète. Et on se dit à très bientôt. Ici Vanessa DL et je vous dis ainsi soit-il. Une production Roméo.